Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et ce soir, le travail au noir. Alors pourquoi le travail au noir? Parce que nous voulions faire une émission assez large mais assez précise à la fois où on parlerait d'économie, on parlerait d'incohérence de notre système économique, pourquoi le travail au noir est de plus en plus présent, pourquoi le travail au noir a des avantages qu'il ne devrait pas avoir si l'État était bien fait, mais il n'est pas bien fait, nous verrons ses défaillances plus tard. Et en plus de cela, l'actualité est très riche. Nous avons la victoire de Donald Trump que nous avons fêtée avec grande joie. Donc bien évidemment, on va en parler. On parlera également des États-Unis, de l'économie de manière générale et du budget surtout de 2025 qui a été voté, qui est en cours de négociation même parfois pour l'Assemblée nationale. Et justement, pour parler de tout ça, j'ai deux invités avec moi. Alors tout d'abord, j'ai Bruno Héroux qui est le secrétaire général du Parti de la France. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, bonsoir Elombo, bonsoir à tous. Eh bien, je vais très bien à la veille d'un week-end de 3 jours que nous devons à nos poilus, à nos Français enracinés, morts pour notre chère patrie. Et oui, absolument, le 11 novembre, ce sera férié lundi, donc profitez-en pour commémorer cette victoire que nous avons eue sur la Première Guerre mondiale. Et nous avons comme second invité Elombo. Elombo, vous êtes un sympathisant depuis longtemps d'ailleurs du Parti de la France, ami de Thomas Joly, vous êtes humoriste, vous êtes un entrepreneur en Afrique et également photographe. Bonsoir Elombo, merci d'avoir accepté cette invitation à notre émission. Bonsoir Alexandre, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là et discuter un peu avec vous. Je vous connais déjà tous personnellement, en tout cas Bruno et toi. Et c'était évident que j'accepte l'invitation et je suis très ravi de pouvoir participer à cette émission avec vous. Précisons quand même que ton calembour était bien trouvé vu l'invité que je suis. Travail au noir par rapport à ma couleur de peau. Moi, j'ai trouvé ça excellent. L'humoriste que je suis a salué le geste. Merci beaucoup, je dois admettre que j'ai un peu un péché d'orgueil, je suis assez fier de mes blagues et c'est vrai que celle-là, je l'aime bien. C'est vrai que je l'aime plutôt bien. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, justement, Elombo, parce que notre ligne éditoriale fait que nous avons un public qui peut être un peu réticent au fait que nous invitions quelqu'un qui est noir. Et donc, je vais vous poser directement cette question, comme ça pourra rassurer sûrement nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez de nos deux dernières affiches, Donnons un avenir aux enfants blancs, pour lequel j'ai eu d'ailleurs avec plusieurs camarades du Parti de la France une garde à vue, et qu'ils retournent en Afrique? Est-ce que ça vous a choqué? Non, pas du tout, pas du tout. Après, je suis pas très fan de l'exercice à la base. On me demande de prouver mon patriotisme et mon amour pour la France, mais pour répondre aux auditeurs et aux partisans qui ne me connaîtraient pas, évidemment que non, ça me choque pas du tout et c'est quelque chose que moi-même je poste assez régulièrement sur la nécessité pour le peuple européen de se réapproprier cette fierté blanche, parce que c'est une fierté que l'on retrouve partout ailleurs, et je ne vois pas pourquoi c'est la seule civilisation à qui on impute, que l'on taxe si promptement de racisme et systématiquement la civilisation européenne, alors qu'elle ne demande qu'à voir la fierté que tous les autres exhibent de manière assez décomplexée. Et le retour en Afrique, c'est pareil. Toutes les autres, pour connaître bien l'Afrique, nous avons aussi ce rapport. Je vais même dire qu'en Afrique, c'est même pire, c'est-à-dire qu'ici, votre manière de demander aux gens de retourner chez eux est très civilisée. Moi, j'ai connu dans mon enfance des gens, des étrangers qui se faisaient brûler, des étrangers frontaliers qui se faisaient brûler. Donc, je trouve que les Africains n'ont absolument aucune leçon à donner là-dessus à la France. Parce qu'on est, on n'a pas du tout les. Surtout que nous, en plus, votre, je cherche le mot le plus idoine, mais ce rapport que vous avez au fait que justement il faut qu'il retourne est justifié par tout un tas de bafouements de l'honneur, de l'idée, de cette certaine idée de la France qu'on a été ces 40 dernières années assez patent. Donc vous avez une espèce de double justification de penser comme ça, alors que chez nous, en général, il n'y avait même pas de justification, c'était juste quelque chose de bête et méchant. Et c'est quelque chose que je poste souvent très régulièrement, avec beaucoup
Ouais, avec beaucoup de retours assez négatifs, mais bon, j'ai appris à dépasser ça depuis très longtemps. Ça me dérange pas du tout d'assumer cela. Et donc, non, vos affiches ne me choquent absolument pas. Si j'étais votre chargé de com, j'aurais fait exactement pareil. Ah, bah écoutez, cela me rassure. Alors pour la petite anecdote, effectivement, il y a eu plusieurs membres du Parti de la France qui ont connu une garde à vue à cause de cette affiche, à cause de l'affiche de Loin de nuire aux enfants blancs, dont moi. Et petite anecdote, quand je suis sorti de la garde à vue, les gendarmes m'ont raccompagné à la sortie et ils m'ont montré l'affiche qu'ils retournent en Afrique, parce ils avaient trouvé une interview de moi sur Radio Magnum qui parle de cette affiche et ils avaient mis l'affiche pour illustrer. Et ils m'ont dit en rigolant, à dans 6 mois. Voilà, c'était la petite anecdote. Ils ont de l'humour, hein. Ouais. C'est pas forcément fut-fut, mais ils ont de l'humour. Euh, Alors, on va parler maintenant directement. Alors, j'hésite. Est-ce qu'on parle du travail au Nord en premier ou du budget 2025? On va peut-être parler du travail au Nord en premier, vu que c'est le thème de l'émission. Alors, le travail au noir, on va pas en faire la promotion, bien évidemment, mais il faut bien expliquer pourquoi c'est aussi populaire. Bah, écoutez, il y a une raison qui est très simple. En France, nous avons un système magnifique qui, lorsque nous sommes dans une situation où nous sommes au chômage, par exemple, ou au RSA, ou bref, n'importe quelle aide sociale, le fait de travailler un peu, par exemple en intérim ou à temps partiel, bah, l'argent qui nous est versé en termes de salaire est déduit des aides sociales. Donc par conséquent, globalement, on travaille, mais on perd de l'argent en travaillant, ce qui est un système assez absurde. Et donc, beaucoup de personnes vont se tourner vers effectivement le black, le noir. Alors le noir, contrairement à ce que disait je ne sais plus quel député un peu débile de la France Insoumise, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, hein, c'est le fait de travailler en pleine nuit, quand il n'y a plus le soleil, d'où le noir. Et oui, parce que le travail au noir, évidemment, n'est pas déclaré, donc ça ne tue pas des aides. Vous, Bruno Héroux, qui est secrétaire général d'un parti politique assez libéral économiquement et qui même est plein de bon sens, que faire pour lutter justement contre le travail au noir et que faire pour valoriser justement le travail au blanc? Alors cette question, il y a plusieurs leviers. Ils peuvent être activés tous en même temps, ou les uns après les autres, ou les uns à la place d'autres. Et c'est ça qui est intéressant avec cette question, c'est que c'est actuellement un problème endémique parce que le pouvoir veut que ce soit une situation qui se déroule comme ça, puisqu'il est très facile de venir à bout du travail au noir. Le premier et le plus évident des leviers, c'est le rétablissement des frontières et leur contrôle, de façon à ce que, non seulement, les marchandises, mais aussi et surtout, les, gens, soient, bah, contrôlés à l'entrée du pays pour que tout le monde ne puisse pas venir. Ça, c'est la première des choses et c'est la base, et rien que cette mesure sera, un outil de dissuasion, massive contre le travail au noir. La deuxième chose évidemment, lorsque, nous serons aux affaires, nous pratiquerons un allègement, radical des charges qui pèsent sur les employeurs, et ainsi, nous pourrons utiliser cette punition de l'impôt, puisque l'impôt, est quand même à la base une idée punitive. Cette punition de l'impôt, nous pourrons l'utiliser pour les patrons qui croient malin, d'embaucher des travailleurs non français pour, tirer les salaires vers le bas. Nous les imposerons, nous leur feront payer des amendes, et à terme, s'ils ne changent pas, leur politique, RH, eh bien, leurs entreprises pourront être, pourquoi pas, confisquées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est impossible, de laisser des entrepreneurs, des patrons, embaucher des gens au noir, hein, comme le dit le titre de l'émission et l'expression populaire. Mais, pour que et mais c'est à double facette, pour que des patrons ne soient pas non plus, incités à embaucher des travailleurs au noir, donc sans droit, sans demande, et cetera, et sans charge pour le coup, hein, de fait. Eh bien, il faut également que, la France cesse d'être un enfer fiscal où des petits patrons, par exemple, c'est à eux que je pense, préfèrent parfois refuser un chantier, refuser du business, plutôt que d'employer 2 ou 3 personnes de plus pour ce chantier ou pour ce business, et ainsi, se faire matraquer par l'État. Donc il faut arrêter de donner aux patrons l'envie de faire travailler des clandestins, des travailleurs illégaux, et pour cela, donc il faut, arrêter de les taxer, il faut,
libérer ce qu'on appelle, hein, libérer le marché, enlever, toutes les entraves qui font qu'aujourd'hui, des patrons, préfèrent être hors la loi plutôt que embaucher des Français et les payer correctement. Donc il faut absolument réduire drastiquement, les charges et ce sera beaucoup plus simple, de faire appliquer cette politique et encore là, ce ne sont que quelques mesures, parmi un éventail là aussi large que possible. Hem, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les patrons qui embauchent des clandestins, des illégaux comme on dit, sont dans le sens de l'idéologie dominante qui est une idéologie qui, a pour but de faire en sorte que les peuples soient créolisés, comme le dit, l'extrême gauche mélenchoniste ou, grand remplacés, comme nous disons nous. Eh bien, lorsque nous serons au pouvoir, l'idéologie dominante sera celle de la préservation, de la sauvegarde et du développement, de la pérennisation, des populations autochtones françaises, donc blanches et le paradigme aura changé et les patrons ne seront plus soutenus par le politiquement correct. Ils deviendront immédiatement des agents de l'anti-France, identifiés et pointés du doigt comme tels. Et je pense qu'au-delà même de toute sanction financière ou sur la propriété de leur entreprise, cela sera assez dissuasif. Donc en gros, pour moi, il suffira de rétablir les frontières, de rétablir une politique d'inversion des flux migratoires et de mettre fin à la politique anti-française et la politique de détestation des Français pour que le travail au noir soit une histoire ancienne. Et pour les quelques récalcitrants, eh bien, il y a toute la série de mesures dont j'ai parlé qui vont, de l'amende jusqu'à l'expropriation. Et vous, justement, Elombo, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes entrepreneur en Afrique, vous faites pas mal de métiers qui se pourraient s'apparenter, j'ai envie de dire, à du freelance, à de l'autonomie. On avait parlé de photographe tout à l'heure, et bien évidemment humoriste, hein, vous étiez à Reims hier pour faire la première partie d'un spectacle. Et justement, vous pensez quoi de tout ça? Bon, je précise, quand je dis entrepreneur en Afrique, j'importe des matériels de fourniture pour des organismes publics en Afrique, mais je suis ici, basé en France. Alors moi, je suis profondément libéral. Je suis profondément libéral et c'est vrai que, initialement, on va dire, dans les fondamentaux du libéralisme, le protectionnisme, à première vue, se veut être une mesure, antilibérale. Sauf qu'en fait, on ne peut pas à la fois prôner le libéralisme quand politiquement, quand sociétalement, c'est un socialisme mental euh, que, que l'on instaure et qui fait un appel d'air en fait pour tout un tas d'immigrants qui viennent, qui ne respectent ni les lois, ni les principes ancrés depuis 1000 ans, comme dirait Zemmour. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, avant de penser à appliquer un libéralisme réel, il faut d'abord rétablir des frontières saines et essayer une fois que ces frontières saines sont rétablies, une fois qu'on a assaini, qu'on a purgé, on va commencer à pouvoir parler de réel libéralisme parce qu'en réalité, c'est je prends souvent l'exemple de la Suisse qui est beaucoup, beaucoup plus. Bon, la Suisse a ses inconvénients, mais la Suisse est extrêmement rigoureuse dans l'attribution de la nationalité, dans l'attribution des régularisations. Et c'est pour ça qu'aussi, elle se permet d'être aussi libérale parce qu'elle sait que ceux qui vont venir là, à cause de la rigueur qu'ils ont instaurée, ceux qui viennent là viennent avec le respect des valeurs du pays dans lequel ils arrivent, ils travaillent, ils ne vont pas venir profiter d'un système d'assistanat qui est tout fait pour eux, qui les favorise même. Et on se rend compte qu'ils sont même en général, par tout un tas de mécanismes à la fois officiels et à la fois officieux, euh, qui favorisent tous ces gens qui viennent et qui peinent qui ne parlent pas la langue, qui ne respectent pas les valeurs du pays. Et effectivement, je rejoins aussi Bruno sur le côté. Bon, on ne va pas rappeler que la France est le pays au monde qui a le plus de prélèvements obligatoires. Je crois qu'on frise quasiment les 50%, on est les champions pour ça. Et tant qu'on est dans ce système-là, de toute façon, le travail au noir va forcément être encouragé. C'est un peu la courbe de l'affaire, le fameux Arthur Laffaire. D'ailleurs, je vais anticiper par rapport au débat qu'on aura un peu plus tard par rapport aux élections américaines. Donald Trump, l'une des mesures économiques
forte qu'il avait prise pendant son premier mandat, c'était une coupure, non, coupure, c'est un anglicisme, c'était une baisse d'impôts historique, c'est-à-dire qu'aucun président depuis 50 ans aux États-Unis n'avait baissé autant les impôts. Je crois qu'il était passé à quasiment 20 ou 21%. Et en fait, on s'est rendu compte que en baissant ses impôts, mais finalement, l'État américain a eu plus de recettes. Parce que, comme expliquait l'économiste Arthur Laffer, trop d'impôts tue l'impôt. À un moment donné, parce qu'il y a trop d'impôts, c'est contre-productif pour la dynamique économique de la société. Et en fait, Donald Trump, en coupant ses impôts, a permis, à encourager, à inciter, à exhorter beaucoup d'entreprises, notamment Apple, par exemple, à rapatrier des fonds qu'ils n'avaient absolument pas l'intention de rapatrier avec sous Obama, parce qu'ils auraient croulé sous trop d'impôts. Et c'est à peu près le même phénomène, c'est même pas à peu près, c'est exactement le même phénomène que l'on retrouve en France, où il y a une charge. On parle souvent de paradis fiscal, mais comme l'a dit Bruno, il y a paradis parce qu'il y a enfer. Et quand les entrepreneurs, les patrons, parce qu'il faut toujours préciser que ceux qui payent le prix, ce sont toujours les petits patrons, hein. Les grandes entreprises mondialistes sont très fans de ce genre de régulation, oui, de lois et de système d'impôt parce qu'ils ont les avocats, ils ont le savoir-faire, ils ont la proximité avec le gouvernement. C'est un économiste italien, j'ai oublié son nom, qui disait que l'État a deux bras, un bras long et un bras court. Le bras long, c'est pour et il parlait un peu de l'État socialiste. Le bras long, c'est pour aller prendre à tout le monde partout où il peut, et le bras court, c'est pour redonner, mais seulement à ceux qui en sont très proches. Donc les multinationales, en général, très proches de l'État, très proches de l'influence étatique, savent très bien. Donc c'est en général la classe moyenne, les petits patrons, les PME, qui sont obligés de pâtir de ce système. Et tant qu'on n'arrivera pas à mettre en place et à faire comprendre, parce que c'est aussi un problème malheureusement de pénétration des mentalités, de pénétration des consciences, à faire comprendre qu'on est en train de couler le bateau France avec cette pression fiscale, le travail au noir va continuer à exister. Donc c'est ces deux leviers-là sur lesquels il faut le plus insister de prime abord, selon moi. Donc je rejoins totalement Bruno là-dessus. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup, excusez-moi, Elombo pour votre réponse très précise. Et Bruno, justement, j'allais vous interpeller. Bruno, si je résume, les gauchistes sont nuls en matière d'écologie, ils sont nuls en matière de social, ils sont nuls en matière d'immigration, et ils sont nuls, visiblement, on est en train de le voir, en matière d'économie aussi. Pourquoi? Cela fait plusieurs décennies, au moins 4 ou 5 décennies, que nous suivons une économie socialiste, alors que visiblement, elle ne fonctionne pas. Pourquoi les Français semblent, enfin Français, est-ce que les Français justement semblent attachés au socialisme, ou est-ce que c'est un poids mort qu'on leur impose? Bah, les Français suivent l'idéologie dominante. Le problème, c'est que l'idéologie dominante, elle a une matrice. Cette matrice, c'est le Tribunal pénal international de Nuremberg de 1945. Et selon cette matrice, être identitaire, être de droite, c'est être un nazi. Et tout découle de là. Aujourd'hui, dès qu'on a des propos un peu de droite, on nous accuse d'esclavage, de colonialisme, de dictature, de visée tyrannique, etc. Et il y a tout un climat de terrorisme intellectuel qui s'est installé et qui fait que être de gauche, que ce soit sur le plan identitaire, comme sur le plan culturel ou économique, est considéré comme la normalité, et où être de droite, sur n'importe lequel de ces plans, est considéré comme une anomalie, une provocation, un dérapage, etc. Pour la faire courte, être de gauche, c'est être normal, être de droite, c'est être un salopard. C'est comme ça que le débat politique est réglé et calibré, et l'un des buts et l'un des rôles du Parti de la France et des autres partis de la droite nationale, c'est de faire en sorte que ce rapport de force change, qu'être une parole de droite, c'est une parole aussi crédible qu'une parole de gauche, et qu'à terme, eh bien, des gens osent s'affirmer de droite, ou en tout cas osent s'opposer au gauchisme intellectuel et culturel.
Et c'est tout le rôle de nos partis. C'est pour ça que la dédiabolisation pratiquée par le Rassemblement national est une catastrophe, puisque cette dédiabolisation va dans le sens d'une validation du terrorisme intellectuel de gauche. Et tant que ce terrorisme intellectuel n'aura pas été écrasé par l'ensemble des forces de droite, du centre droit jusqu'au parti le plus à l'extrême droite de l'échiquier politique français, eh bien, ce sera la gauche qui restera le point de vue dominant, que ce soit à l'école, à la télé, dans n'importe quel média et chez les économistes. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, pour m'initier à l'économie, on m'a mis dans les mains Alternatives économiques. Voilà ce qu'on m'a mis dans les mains pour m'initier à l'économie, comme la plupart de mes camarades de lycée. Et pour voir autre chose, il faut étudier l'économie plus longtemps, et notamment à l'université. Et là, on a perdu la grande majorité de la population. Et ce qui arrive qu'à la fin, on a un électorat qui n'a que quelques notions politiques, et ces quelques notions politiques ne sont que des sophismes de gauche. Et c'est pour ça que les Français pensent ainsi. Cependant, ça bouge. L'État est devenu tellement incompétent que, notamment depuis les Gilets jaunes en 2018, les Français qui sont nuls en économie ont fait pourtant un bel, ont tiré une belle conclusion de ce qui se passait. C'est le déclenchement des Gilets jaunes, c'est en grande partie ça. C'est-à-dire, on nous prend de plus en plus d'impôts sur nos salaires, sur nos achats, et en face, on a un État qui nous donne de moins en moins de qualité de vie, de qualité de sécurité, de qualité d'enseignement, de qualité d'environnement, de cadre de vie, etc. Donc les Français, on peut appuyer là-dessus. On peut appuyer surtout sur le taux d'imposition. Malheureusement, ça revient à parler du pouvoir d'achat, qui est un sujet un peu plat, hein, c'est un peu la platitude politique, mais c'est grâce à ça qu'on peut dégauchiser les Français sur les questions économiques. C'est en leur faisant comprendre que l'État socialiste est un État qui prend leur argent, comme l'a très bien dit Longbo quand il citait cet économiste italien. C'est un État qui est efficace pour une chose, prendre votre argent, et inefficace pour une chose, gérer votre argent. Donc il faut que l'État cesse de prendre l'argent des Français, et c'est là-dessus qu'il faut appuyer pour dégauchiser les Français sur les questions économiques. Mais c'est un travail de longue haleine, puisque tout de l'éducation aux médias pour l'instant est fait pour que les Français soient de gauche sur les sujets économiques comme sur les autres. Donc charge au parti de la France et à tous les partis de droite d'appuyer tous les propos anti-gauchistes possibles pour que la position gauchiste soit de moins en moins normale et de moins en moins majoritairement écrasante. Merci beaucoup Bruno. Évidemment, nous allons bientôt terminer l'année 2024, ce qui veut dire que nous allons parler de l'année 2025, et en l'occurrence, le budget 2025 fait débat. Il fait débat pourquoi? Déjà entre le gouvernement et l'Assemblée nationale qui ne sont pas forcément d'accord sur la loi des finances fixes de 2025, et bah, nous avons déjà 135 milliards de déficit, donc ça c'est super. On a plusieurs chiffres clés qu'il faut retenir globalement de ce qui a été décidé. Donc les dépenses publiques ont tenu à faire 15 milliards de dollars de dépenses en moins. Mais par contre, on a toujours 24 milliards qui est donné à l'écologie et à la transition énergétique. Néanmoins, on a toujours 23, pas toujours parce que c'était augmenté. À la base, on devait donner 21 milliards à l'Union européenne. Finalement, on donne 23 milliards à l'Union européenne. Des lois de l'Assemblée nationale proposées par la France insoumise, qui ne devaient donc pas être prévues par le gouvernement, ont été validées. Par exemple, aujourd'hui, une entreprise peut acheter des actions, racheter des actions même, sans avoir de taxes. Aujourd'hui, si vous, en tant qu'individu, vous achetez des actions et vous les revendez, et ben si vous achetez des actions, vous avez, je crois, 30 à 40% de taxes, et les entreprises, zéro. Donc c'était très intéressant de créer une entreprise juste pour racheter des actions. Et ben aujourd'hui, les entreprises sont taxées à 10%. On rappelle que la France insoumise, il y a plusieurs semaines, voulait supprimer carrément le PEA, le plan d'épargne d'action, pourtant constitue un avantage fiscal absolument indéniable. Mais en fait, la gauche, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas que la pauvreté se cesse, elle ne veut pas que les pauvres s'enrichissent. C'est vraiment l'impression que j'ai en tout cas. Et oui, ils voulaient aussi augmenter, j'ai vu la France insoumise, ils voulaient augmenter la flat tax, donc la flat tax, c'est la taxe américaine, de 10% supplémentaire, donc passer de 30 à 40% lorsqu'on vend des actions américaines. Bref, beaucoup de lois sont passées.
Le budget a été décidé, il y a toujours un gros déficit, il y a toujours des grosses dépenses. Est-ce que vous pensez qu'Elombo, en augmentant les dépenses, le système déplorable qu'avait décrit Bruno Hyrou concernant justement nos services publics vont s'améliorer? Est-ce que c'est l'argent le problème ou est-ce que c'est pas justement la gestion de celui-ci et la volonté? Évidemment, évidemment, c'est la gestion et la volonté. C'est Milton Friedman, l'économiste américain, qui disait que confier à l'État la gestion du Sahara et vous aurez une pénurie de sable au bout de 3 ans. D'ailleurs, j'aimerais revenir au fait sur la question que tu as posée précédemment, que vous avez posée précédemment à Bruno, sur pourquoi est-ce qu'il y a un socialisme tellement persistant et tellement ancré. Moi, je pense que l'une des raisons, c'est la Cinquième République. J'ai un regard très critique sur la Cinquième République parce qu'elle avait une pertinence après-guerre, elle avait une pertinence contextualisée, mais elle a ce problème consubstantiel euh, ce problème consubstantiel de concentration extrême de pouvoir de toutes les vieilles démocraties dont la France fait partie. C'est le seul système où il y a euh, virtuellement aucun contre-pouvoir et où une poignée de personnes arrive à contrôler toute la France, quoi, toutes les, tout, 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 tout ce qui pourrait permettre, je cherche le bon terme, mais tous les, le terme ne me revient pas. Mais en tout cas, ce système-là permet, avec cette concentration de pouvoir, que, en gros, il n'y a pas de contre-pouvoir et il peut faire absolument ce qu'il veut sans aucune espèce de retenue. Et ça donne une ivresse du pouvoir qui, en réalité, favorise un certain nombre de personnes le, dans leur psychologie, en fait. Des gens qui viennent un peu en sauveur et qui ont toujours cette arrogance de croire que la société civile ne peut pas d'elle-même savoir naturellement et organiquement comment organiser la société de manière à ce qu'elle soit la plus adaptée pour elle. Et c'est quelque chose, on le retrouve aussi d'ailleurs dans les universités françaises, où il y a une certaine intelligentsia, un aéropage d'intellectuels qui se pensent meilleurs que le français lambda et qui savent mieux que le français lambda ce qui est bien pour sa propre vie. Donc ce système-là a encouragé, parce que le socialisme, au fond, c'est quoi? C'est ça. Dans les faits, c'est un nombre très limité de personnes qui ont la main sur l'économie, qu'ils planifient en estimant que les décisions parties d'en haut, en sachant qu'en haut, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident, permettra à la France ou aux Français de vivre mieux. Et donc, c'est un encouragement, c'est une incitation égotique à des gens qui se croient être capables de cerner la complexité des interactions humaines et qui pensent qu'ils peuvent venir avec une solution comme ça, une solution magique, parce qu'en fait, c'est la pensée magique, le socialisme. Si on doit résumer le socialisme, c'est la pensée magique. Et beaucoup d'entre eux y adhèrent parce qu'ils pensent que magiquement, ils ont ces capacités-là. Et c'est pour ça que de toute façon, à chaque fois, on se rend compte qu'il y a une escalade de lois. Et c'est aussi là où Trump a eu un mérite. Dès qu'il a pris le pouvoir, il a dérégulé. Il a dit pour chaque nouvelle loi créée, vous m'en supprimez trois existantes déjà. Parce qu'il s'est rendu compte que sa philosophie, c'était mettre de moins en moins d'États, en tout cas de mieux en mieux. Enlever l'État où on n'en a pas si tant besoin que ça pour mettre l'État où on en a réellement besoin, la police, la justice, la défense. Et effectivement, on peut rajouter autant d'argent qu'on veut. Ça fait 60 ans que ça dure. Et si c'était ça la solution, les prélèvements obligatoires, je vais dire, on a 50%, mais je crois qu'il y a 20-30 ans, on était à 33-35%. Donc si la solution, c'était encore plus d'État, toujours plus d'État, encore plus de dépenses, toujours plus d'impôts, ça se saurait si ça marchait. Donc c'est évident que c'est une course vers le fond. Je n'arrive pas à comprendre exactement pourquoi cette escalade continue et pourquoi est-ce que les Français on ne comprend pas qu'à un moment donné, ça ne sera pas la solution. C'est une question c'est très énigmatique pour moi. Bah, d'ailleurs, je vous pose la question à tous les deux, Bruno et Lombo, mais est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, votre comparaison m'a fait penser aux APL. Est-ce que ce ne seraient pas les APL, les aides pour les logements, bah, qui Oui. font une augmentation significative du prix des logements? Parce que s'il n'y avait pas d'APL, vraiment aucun APL, les loyers ne seraient pas aussi chers, parce que Mais les locaux... Bah oui, allez-y, Lombo. évidemment, évidemment, les APL, c'est deux trucs principaux. Ce sont les APL et c'est toutes les lois autour de la construction qui sont extrêmement codifiées. Et en fait, le problème d'un État aussi gourmand, aussi cancéreux, c'est qu'à toutes les strates
de gouvernance, il y a des petits lobbies qui se créent, des petites sphères de pouvoir, de précarés qu'ils n'ont pas envie de lâcher. Donc, ils vont, pour grossir leur précaré, créer de nouvelles lois, créer de nouvelles régulations, complexifier. Et on se retrouve avec toute une complication pour les gens qui veulent construire de nouveaux logements en France. Et effectivement aussi, les APL, c'est un appel d'air, parce que c'est pas compliqué en fait, c'est comme l'inflation. Et c'est un phénomène qu'on retrouve dans les écoles américaines, par exemple, aussi, c'est la même chose. Dans les universités américaines, l'inflation des prix aux États-Unis est plus due au fait qu'il y a eu de plus en plus de prêts octroyés par l'État aux étudiants pour qu'ils puissent avoir accès. Et c'est souvent cet enfer qui est pavé de bonnes intentions. Mais ça, c'est des excuses que je trouvais avant en disant, ouais, mais comprenez, la plupart qui sont pour ce socialisme économique, ils pensent que c'est la meilleure solution. Mais en réalité, plus j'y pense, plus je me rends compte que c'est juste des gens très opportunistes. Et c'est pas vraiment qu'ils pensent qu'au fond, c'est une solution qui va marcher. Et effectivement, ce genre d'incitation d'incitation aux aides va forcément augmenter le prix. C'est mathématique, c'est un calcul assez basique, mais qui n'a pas l'air de pénétrer les esprits. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Alors, Bruno Héroux, est-ce que vous diriez que, vu le constat, vu le bilan de ce budget 2025, que nous sommes plus proches d'un État libéral, je rappelle que souvent Macron est taxé de libéral, et que par la gauche, ou au contraire, qu'on est plus proche d'un système socialo-communiste? On écoute la gauche, on n'est même pas dans le libéralisme, on est dans l'ultralibéralisme. Et on sait à quel point la gauche déteste la liberté. Donc dès qu'il y a l'air d'en avoir un petit peu, c'est ultra. Non, évidemment, c'est un budget soviétique, d'un État soviétique, d'un mammouth mafieux, dont les seuls bénéficiaires sont les élites qui se partagent le gâteau, puisque pour les Français d'aujourd'hui et surtout pour les Français de demain, c'est de la pauvreté et de l'esclavage sous forme de dette qu'on leur planifie. Donc c'est un budget d'oligarchie maçonnique, républicaine et mafieuse, tout simplement. C'est le budget d'une mafia qui planifie à court terme l'esclavage et l'appauvrissement de la population française. Et c'est un budget catastrophique, mais comme les derniers budgets, malheureusement. Oui, oui, tout à fait. Je comprends tout à fait ce que vous dites, Bruno Héroux. Donc globalement, il ne faut rien attendre du gouvernement actuel en tout cas, de la Macronerie, pour sortir de cette situation difficile de crise économique. En fait, on peut même dire que ça empire. Et ça, je pense que je ne l'apprends à absolument personne. On va continuer de parler d'économie et même de choses assez simples. Figurez-vous qu'à 17h, je suis allé voir une escort girl, une prostituée, et que globalement, bah, c'est-à-dire que je fais mon affaire, donc ça termine vers 17h05, je suis très content, j'ai battu mon record. Elle aussi était très contente du coup, parce que ça avait fini vite. Et là, elle me demande 120 euros. Et moi, je lui dis non, pas 120 euros, parce que je lui montre l'article de BFM TV, et je lui dis, regarde, il est écrit que les femmes travaillent gratuitement à partir d'aujourd'hui. Ah, ça, allô? 16h48 jusqu'à la fin de l'année, à cause de Ah, ok, l'inégalité à soi-disant partir de... salariale entre hommes et femmes. D'accord. Ah oui, tu m'entends, Lombo? Vous m'entendez? Oui, 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 Des oui, ça a problèmes de coupé connexion. brièvement. Donc je lui ai Oui, montré oui. l'article, contente que je lui ai appris quelque chose, elle m'a laissé partir, tout en m'insultant, je crois, en russe. Euh, du coup, j'en suis tiré pour 0 € finalement. Bien évidemment, c'était une petite boutade, il faut bien que je m'adapte aux invités et que je fasse un petit sketch, puisque je suis en présence d'un humoriste. Évidemment, cette histoire n'est pas vraie, je n'ai pas fréquenté d'escort girl, mais c'était pour vous illustrer la bêtise qu'on retrouve chaque année le 8 novembre. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a plein d'articles, dont BFM TV, j'ai cité, mais il y en a plein d'autres, qui expliquent que vu qu'il y a 25%, 22%, je ne sais pas quel est leur chiffre imaginaire, d'écart salarial entre les femmes travaillent gratuitement à partir d'aujourd'hui. C'est d'une stupidité mathématique absolument incroyable. On sait que le niveau des mathématiques, surtout en France, est absolument très bas, dans l'éducation nationale en tout cas, mais je me pose la question, comment est-il possible de croire que les femmes gagnent 25% de moins que les hommes? Les statistiques qui sont présentées sont sur un protocole qui ne prennent pas en compte les différences de contrat, qui ne prennent pas en compte le revenu horaire, donc temps partiel, temps pas partiel, tout est mis dans le même panier,
Et évidemment, il n'y a pas eu d'écart non plus entre les différents postes et la médiane, etc. Il n'y a pas eu de calcul pertinent parce qu'en réalité, je vais vous donner le vrai nombre, le vrai chiffre, parce qu'évidemment qu'il y a un écart salarial entre hommes et femmes, ce serait très étonnant qu'il n'y en ait absolument Je aucune. crois que c'est Et le vrai 2%. écart est de C'est ça? 2%, absolument. C'est ça, c'est ça. Le vrai écart est de 2%. De 2% qui peuvent s'expliquer par déjà le hasard, et surtout parce que l'homme a un pouvoir de négociation un peu supérieur à la femme, donc forcément face au RH, il peut négocier un peu 1% supérieur. Donc on est très très loin des fameux 25%, mais ça la prostituée ne le savait pas au moment où je lui ai montré l'article. Ah là là. Ouais. Bruno et Lombo, vous êtes d'accord que l'inégalité salariale entre hommes et femmes, ce n'est pas crédible? Ah oui, non, mais c'est une aberration totale. Mais je pense ils sont absolument pas perméables à la vérité parce qu'effectivement, c'est des débats qui me sont déjà arrivés d'avoir. Et quand tu leur montres, chiffres à l'appui, le fait qu'effectivement, il n'y a pas cet écart salarial prétendu, ben, ça crée un peu ce qu'on appelle un bug dans la matrice, quoi. Et ils n'arrivent pas à process dans leur esprit cette réalité un peu plus basique. Alors qu'en en, en, en réalité, s'il se pose 2 secondes, et c'est souvent ce que je fais, notamment quand j'en parle avec des femmes, je prends des exemples à chaque fois dans sa propre vie, au boulot où elle est. Je lui demande quel est le métier qu'elle fait, combien d'heures elle travaille. Et en général, elle se rend compte qu'elle n'est pas moins bien payée que ses collègues. Donc, je lui demande à chaque fois où est-ce que à part ces chiffres que tu lis chez Marie-Claire ou avec Clémentine Autain, où est-ce que tu vois cette réalité se concrétiser? Et en général, elles ou ils n'ont pas grand-chose à répondre. Tout à fait. Bah, en plus, j'ai envie de dire, si les femmes coûtaient vraiment 25% moins cher, bah, on n'embaucherait que des femmes. Enfin, je sais pas, Exactement, ça me exactement. paraît évident. Non, mais attends, non, certaines te répondront, c'est à vous prouver le degré du patriarcat imprégné dans les sociétés, vous voyez? C'est-à-dire que même comme ils savent que les femmes coûteraient moins cher, et il y a tellement une domination de l'esprit masculin que et donc souvent ça fonctionne en circuit fermé un peu, tu vois? C'est infalsifiable, comme disait l'autre. Mais oui, effectivement, vous, Bruno Hyrou, est-ce que le Parti de la France s'engagera à supprimer les inégalités entre hommes et femmes en accordant un budget de plusieurs milliards au ministère que tenait Marlène Schiappa? Déjà, le Parti de la France mettra aux affaires des gens qui savent compter. Je vous rappelle qu'on est dirigé par des élus pour qui passer de 30 à 33% est une augmentation de 3%. Ce qui est assez ubuesque. Ce sont ces gens-là qui font nos budgets. C'est absolument catastrophique. Et sur l'histoire oui, des inégalités salariales, ça a très bien été dit par vous deux que en fait, c'est une fumisterie. Quand elle existe, la différence, elle est minime et elle va plutôt considérer des cadres ou des cadres supérieurs, c'est-à-dire plutôt un public qui va être en mesure de négocier son salaire. Effectivement, les hommes vont avoir plus de facilité à mettre en avant leurs qualités réelles ou supposées d'ailleurs dans une négociation que les femmes, mais c'est anthropologique et c'est ainsi. Et effectivement, la durée d'années passées au travail n'est pas la même, l'homme étant rarement enceint pour l'instant. Donc effectivement, les chiffres sont biaisés. Dans, dans les emplois non qualifiés ou peu qualifiés, la question ne se pose pas. Tous les salariés dépendent de la même branche, de la même grille salariale et il n'y a pas une différence. Ils sont payés pareil au centime près. Et donc, ce sont des débats qui, contrairement à ce que font croire les gens de gauche, ne concernent pas ce qu'ils appellent les classes populaires ou les classes travailleuses. Donc, c'est une vaste fumisterie, effectivement. D'un autre côté, il y a des femmes qui sont moins payées que les hommes pour une même activité, et cela est complètement justifié. Et je pense notamment au football. Un joueur de football qui, parce que son nom est imprimé sur un maillot, va en vendre des millions et va faire venir des milliers de personnes au stade et va provoquer des milliers d'abonnements à des chaînes de télévision, et ben, gagnera plus qu'une femme que personne ne veut voir jouer au football, hormis une centaine d'ahuris. Et c'est absolument normal puisque le salaire est à ce moment-là différent mais pas en proportion de la richesse
créé par ton travail ou par ton apparition dans un maillot de footballeuse ou de footballeur, eh bien, tu as la même proportion de richesse qui vient. Donc effectivement, en volume d'euros, ça fait des différences phénoménales, mais il n'y a pas d'inéquité, il n'y a pas d'injustice. C'est juste ce sont des mathématiques de base. Donc ce que fera le parti de la France, avant de s'attaquer à quelque inégalité que ce soit, c'est d'apprendre aux gens à compter. Et pour cela, rien de mieux que de mettre une équipe dirigeante qui sait compter. Je vous rappelle que mon histoire des 30 à 33% qui ne serait qu'une augmentation de 3%, c'est une histoire vraie qui date d'il y a à peine une semaine ou deux. C'était qui ça? C'est qui qui a commis cette bêtise-là? Alors, il me semble que ce sont des sénateurs. Je vais D'accord, essayer de rechercher vite fait. Euh, C'était il y a 3 semaines et je crois que c'était une commission du Sénat d'accord, en plus. euh, Mais qui, il y qui, avait aussi, qui dit- pardon, oui, qui allez-y. disait que passer de 30 à 33% était un petit effort demandé aux Français parce que ce n'était qu'une augmentation de 3%, alors que voilà, c'est une augmentation de 10%, de 3 points, donc de De 10% 3 points, pour ce ouais. cas. Mais la différence entre points et pourcentage, c'est trop demandé à un ministère de l'économie. Moi, je ne regarde plus la télévision. Pourquoi aussi? Parce que j'avais regardé un JT qui parlait de l'augmentation du prix de l'énergie, du prix de l'électricité. Et globalement, il y avait, je ne sais pas quel journaliste, hein, je ne connais pas les noms de journalistes, mais globalement, il y avait un journaliste qui expliquait que l'augmentation du prix de l'énergie augmentait de 10% par an, donc que sur 10 ans, l'augmentation de l'énergie augmentait de 100%. Voilà. Enfin, je ne sais pas si, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que des mathématiciens qui m'écoutent, mais c'est une bêtise absolument monumentale. D'ailleurs, le rire des Lombo en dit long. Il a tout de suite compris à quel point c'était stupide. Si on augmente de 10% une somme tous les ans, ça ne fait pas une augmentation de 100% au final. Puisque c'est une accumulation, c'est une incrémentation annuelle. Enfin bref, Après, évitez la télévision. l'addition de pourcentage est le meilleur moyen de détecter un guignol dans une réunion, effectivement. Oui, oui, c'est vrai. Donc voilà, c'était assez incroyable. Oui, bah, effectivement, on a répondu sur l'égalité homme-femme. Une autre actualité aussi un petit peu qui est un peu similaire parce qu'on parle des conditions de travail des femmes, c'est qu'une université a créé, parce que ça n'existait pas avant, a créé 20 jours de congés menstruels par an. Donc globalement, ce seront des femmes, des étudiantes qui pourront demander à avoir des jours de congé en raison de leurs règles. Alors moi, je ne suis plus étudiant en université, je suis étudiant en école de communication, mais si j'étais étudiant en université, je me déclarerais comme non-binaire et je demanderais à avoir ces 20 jours de congé et j'attaquerais l'université pour transphobie s'ils me les accordent pas. Non, sérieusement, c'est une porte ouverte à l'abus. Déjà que l'université, il y a très peu de cours obligatoires, il y a que les TD, les cours magistraux ne sont pas obligatoires, et les TD sont assez facilement contournables avec des contrats, avec des associations, bref, c'est assez contournable rapidement. Je ne suis pas convaincu que clairement ça augmentera le taux de réussite, qui, je rappelle, Bien est de sûr. 70% d'échecs à l'université des Ça étudiants. baissera. Ça le baissera mécaniquement. C'est comme toutes les histoires de discrimination positive. C'est toujours avec un effet boomerang évident, puisque si les cours ne s'arrêtent pas, mais que elles ont droit à des congés que n'ont pas les étudiants masculins, les étudiants masculins auront donc une meilleure assiduité, de meilleures notes, et on dira à nouveau que c'est à cause du système qui est patriarcal. C'est absolument ubuesque. Et effectivement, je trouve ça extrêmement transphobe de réduire les femmes à la menstruation. C'est clair, c'est clair. C'est une escalade victimaire, c'est une escalade victimaire qui au final sans fin, hein. Oui, bah, oui, oui, non, mais enfin, où j'avais vu ça, bon, c'est vrai que techniquement, je suis pas concerné en tant qu'homme, mais je me suis vraiment posé la question de l'efficacité de la chose et j'en ai pas vu grand-chose. C'est plus Mais pour la évidemment, communication, la morale, faire évidemment. plaisir, voilà. Oui, c'est une Euh, escalade victimaire qui résulte en réalité d'une recherche d'attention. C'est-à-dire qu'en réalité, les pseudo-féministes contemporaines en France n'ont plus de réel combat à mener parce que l'égalité est atteinte. On n'est pas dans une société en France où les femmes sont lésées. Mais comme elles veulent faire dans l'escalade victimaire et qu'elles veulent rechercher de l'attention, tous les jours, elles nous inventent de nouveaux combats qui n'ont absolument pas lieu d'être. Alors que, par ailleurs, dans le monde, si ce n'était pas une question de narcissisme, il y a des vrais combats à mener pour les femmes. On pense à l'étudiante iranienne qui a décidé de marcher,
qui a décidé de marcher, de marcher sans voile et en tenue pour dénoncer l'habillement obligatoire qu'on lui faisait là-bas, ben, on se rend compte que au nom d'une pseudo-intersectionnalité, parce que là, on touche à l'islam, toutes ces pseudo-féministes françaises ne disent absolument rien, alors que voilà là un combat noble et réel. Mais ça ne les intéresse pas, parce qu'il faut venir ici nous casser, casser l'esprit pour rester poli, avec des combats qui n'existent pas, des chimères, et faire des tempêtes dans un verre d'eau en permanence. Et concernant effectivement cette femme iranienne, on a tous vu les images, et c'est une actualité du moment, donc autant en parler. Alors moi, je n'avais pas pris forcément la position que tout le camp national avait un peu pris, enfin le camp national, le Rassemblement national surtout et Reconquête. C'est-à-dire que je pars du principe que ça se passe quand même en Iran. Il y a beaucoup de confusion aussi dans l'histoire. Il y a beaucoup de personnes qui confondent l'islam qui est chez nous et l'islam qui est là-bas, alors que ce n'est pas du tout la même religion, C'est parce que vrai, l'un est c'est vrai, sunnite et l'autre chiite et sunnite. l'autre C'est ça, sunnite, tout à fait. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et je trouve ça aussi un peu spécial. Je parle pas pour vous et Lombo, bien évidemment, hein, je parlais pour les arguments que j'avais vus sur les réseaux sociaux et sur les communautés Facebook, puisque c'était des personnes qui visiblement ne connaissaient pas du tout ce qui se passe en Iran, pardon, et qui ne connaissaient pas du tout l'islam, qu'ils soient chiites ou sunnites d'ailleurs, et qui pourtant défendaient un islam compatible avec les républiques. Vous savez, c'est Marine Le Pen qui a sorti cette phrase, et sachez que tous les adhérents en général du Rassemblement national qui s'expriment à voix haute, parce que je pense que la majorité des adhérents qui ne s'expriment pas est contre cette idée, mais ceux qui s'expriment en tout cas affirment leur fraternité avec nos amis musulmans. Et ben là, il y avait une forme d'hypocrisie, puisqu'ils voulaient soutenir les femmes musulmanes en France, mais par contre, quand on voit la réalité de ce qu'est l'islam, pas forcément avec les femmes en Iran, mais avec plein d'autres exemples, alors ils deviennent des autruches qui mettent la tête dans le sable. Et j'avais trouvé ça assez énervant de la part des militants, effectivement, du Rassemblement national, qui commentaient l'histoire sans la comprendre. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que l'Iran, tu me diras si il est très possible que tu connaisses ce sujet mieux que moi. C'est vrai que le chiisme est un islam qui se veut moins expansionniste, moins Oui, conquérant. il est plus nationaliste, entre guillemets, c'est-à-dire Voilà, qu'il est relatif à nationaliste l'État. régionaliste. C'est ça. Ils n'ont pas les velléités prosélytes, qu'a le sunnisme wahhabite. C'est bien ça? Si j'ai bien compris? Oui, pardon, excusez-moi, mon micro a eu un petit problème. Oui, tout à fait. Et c'est pour cela aussi que je n'ai pas forcément attaqué l'Iran, parce qu'en soi, l'Iran, ils font ce qu'ils veulent du moment qu'ils ne l'influencent pas mon pays. Euh, Quelque part, moi, ça m'embêterait que des puissances étrangères se mêlent de ce qui ne leur regarde pas en se mêlant des affaires internes à la France. Bien Et un peu sûr, de bien la sûr. même manière, bon, juger ce qui se passe en Iran, on respecte la souveraineté de chaque État, je pense. On n'est pas des gauchistes qui voulons imposer notre politique Je te ailleurs. rejoins, je te rejoins. Le seul point que je voulais mettre en exergue, c'était le fait qu'en fait, elles n'ont plus de combat réel en France en termes de féminisme. L'égalité est atteinte. Donc, si vraiment elles prétendaient avoir chevillé au corps l'émancipation de la femme, ben, il y a des combats ailleurs dont elles pourraient parler. C'est ça que je voulais dire en fait. Ah oui, tout à fait. Il y a tellement plus de combats ici que parce qu'elles veulent persister dans cette recherche d'attention, elles nous inventent tous les jours des histoires de menstruation, de subventions, des subventions des tampons, etc., etc. Chaque jour, il y a un nouveau truc, quoi. C'est comme Rokhaya Diallo qui avait sorti qu'il fallait des pansements pour les gens racialisés, tu vois. C'est-à-dire, Ah oui, c'est vrai. c'est une aberration, quoi. C'est-à-dire, elle est là, elle est payée. Et comme tu disais par rapport au socialisme, quand tu disais que finalement, l'État voulait que les Français continuent à ne pas aller bien, c'est un peu, ouais, c'est ce médecin qui a intérêt à ce que son patient reste malade. Et c'est ces gens-là, ces entrepreneurs de morale qui se prétendent représenter une communauté où les Noirs, ou les femmes, en réalité, elles ne veulent pas, dans les deux cas, ils ne veulent pas elles ne veulent pas la réussite des Noirs, elles ne veulent pas appliquer que des solutions qui vont pousser la communauté noire à sortir d'un certain marasme, à se bouger et à ce que les choses aillent mieux, parce que finalement, ça leur permet d'aller sur les plateaux télé et de se prétendre voilà, coryphées, représentants, et venir inventer des problèmes qui n'existent
qui n'existent pas ou des problèmes qu'ils créent eux-mêmes. C'est pareil chez les féministes, quoi. Elles ont tout intérêt à tout le temps chercher des maladies, entre guillemets, chez les femmes, histoire de tout le temps venir jouer les médecins sur les plateaux télé pour continuer à se faire grassement payer pour cela. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, parce que votre histoire du médecin m'a fait penser, pardon, qu'en Chine notamment, en Chine, les médecins n'ont pas d'intérêt à ce que les patients soient malades, puisque qu'ils aient des patients ou non, ils ont le même salaire. Donc avoir des Bah patients ouais, leur donne juste du travail en plus. c'est Du coup, ils font en sorte que un voilà. abonnement à l'année, un truc comme ça, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et du coup, ils ont plutôt intérêt à ce que les patients ne soient pas malades. Comme ça, ils travaillent moins, ils Ouais, gagnent quand même le exactement. même argent. C'est ça. Et bah, Ouais. après, moi, je fais pas la promotion des puissances étrangères. Mais c'est comme en Iran, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué l'Iran par rapport à un totalitarisme religieux. Alors, il est vrai que l'Iran fait partie des 2 seuls États au monde à imposer le voile, c'est vrai, hein, le deuxième étant l'Arabie Saoudite. Cependant, la liberté religieuse en Iran est plus permissive qu'on peut l'imaginer. Par exemple, j'ai déjà aidé à l'organisation des marches pro-vie, des marches religieuses, etc. dans ma ville. Bah, c'est toujours la croix et la bannière pour se faire accepter par la préfecture, etc., etc. En Iran, on peut très bien faire un chemin de croix dans une ville sans avoir besoin d'autorisation préfectorale qui nous dit oui, bon, vous pouvez marcher à 10 personnes avec une croix. Euh, mais encore une fois, je ne fais pas la promotion de l'Iran, j'explique juste qu'il y a une différence entre comment je pourrais dire, la radicalité propagandesque qu'on peut lire sur les réseaux sociaux et la réalité effective qu'il y a sur le terrain. Bien sûr, c'est toujours plus nuancé que ce qu'ils veulent prétendre. C'est comme l'antisémitisme forcené que l'on prête à l'Iran, sans préciser qu'elle a une communauté juive millénaire qui n'a jamais été embêtée, quoi. Même quand ils étaient en conflit, même comme ils sont en conflit ouvert et fort avec Israël, ils n'ont jamais été expulsés. Ils n'ont jamais. Il y a des documentaires qui montrent qu'ils n'ont jamais été expulsés ou dérangés sur place, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a. C'est vrai. Pardon, Oui, excusez-moi, je vous ai coupé. oui, c'est des grilles, Oui, allez. c'est des grilles de lecture qui sont souvent très biaisées et qui n'ont pas le sens de la nuance parce qu'il y a des dessins derrière, toujours. Et justement, en parlant d'Iran, Donald Trump a dit qu'il voulait isoler l'Iran. Bah déjà, on peut quand même rappeler que Donald Trump a été élu, parce que c'est une actualité de la semaine, et c'est une actualité qui fait Yeah, vraiment plaisir. Non bien seulement il a sûr. été élu, mais il a été élu avec beaucoup plus d'avance qu'il avait en 2016. Alors les démocrates n'ont toujours pas compris que présenter une femme devant Trump, c'était pas forcément une bonne idée, que le peuple américain n'était pas forcément prêt à voter une femme, mais je dis ça de manière très sérieuse. Hein. La seule fois où Trump a perdu, c'est quand il était face à un homme. Oui, mais le problème avec cette logique-là, c'est justement de prétendre, parce que moi, je suis toujours de ceux qui pensent que les réclamations que Trump a faites quant au fait qu'il y a eu des irrégularités massives dues au vote par correspondance, l'excuse en fait qu'ils ont trouvée parce qu'il y avait la période du Covid et tout. On rappelle des votes, par exemple, qui sont interdits en France parce que c'était sujet à énormément de tricheries. Moi, je continue à être de ceux qui pensent qu'il y a eu une tricherie massive pendant ces élections et qu'il n'a pas perdu face à Biden, mais ils ont trouvé un moyen très intelligent de. Il n'y a qu'à faire les calculs, c'est-à-dire que si tu vois les votes, les élus, les présidents démocrates élus de ces 6 dernières élections, ou les candidats ou élus, tu as Kerry qui en 2004 a fait, je crois, 60 millions, Obama a fait 69 millions en 2008, 65 millions en 2012. Hillary Clinton a fait 65 millions en 2016. Kamala Harris a fait 68 millions en 2024. Biden a fait 81 millions. C'est quoi ces 20 millions-là, tu vois? Il y a un Ah, c'est vrai que écart, c'est bizarre. mais bien sûr, mais bien sûr. Et moi, je pense que ce vote, là où l'intelligence qu'a eu Trump, c'est que malgré tout l'appareil, tout l'apparatchik médiatique, tout le complexe médiatico-militaro-industriel qui s'est mis en place pour essayer de discréditer cette idée, en bon communicant, il a continué à marteler ça, histoire que les électeurs qui avaient voté pour lui gardent en tête, même 4 ans après, cette idée qu'il y a une forte probabilité que cette élection a été volée, que votre voix vous a été volée. Comme ça, la prochaine fois, la prochaine élection, c'est-à-dire ce qui s'est passé récemment, voilà, revenez, allez aux urnes, allez-y massivement, histoire que cette fois-ci, vous soyez sûr qu'on ne vous vole pas. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a eu, je crois, il y a à peu près 70 millions d'électeurs qui ont voté en anticipation, avec un nombre record de républicains, parce que justement, en général, les républicains sont connus pour être ceux qui votent le plus tard possible. Et ça a effectivement montré ce mouvement-là, le fait qu'il y a plein de gens. Il y a déjà eu ça, et aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de nouveaux inscrits en tant que républicains.
cela, selon moi, reflète ce calcul qu'a fait Donald Trump et de communiquer là-dessus pour expliquer aux gens que cette fois-ci, ne vous laissez pas voler. Et comme par hasard, le vote par correspondance n'étant plus aussi massif que ce qu'il a été en 2020 dû au Covid, non seulement Donald Trump a gagné l'élection par le collège électoral, mais il a aussi gagné le vote populaire. Parce qu'il faut rappeler qu'aux États-Unis, c'est une démocratie indirecte, ce n'est pas directement élu, ce sont les grands électeurs. Et donc, il a non seulement gagné le plus grand nombre de grands électeurs, mais il a aussi gagné le vote populaire avec, je crois, 3 à 4 millions de votes d'écart, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans à un républicain. C'était Bush, en gros, qui était porté par l'Union nationale après le 11 septembre, quoi. Oui, Et oui, cela a tout été à très fait. révélateur. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de votants comme par hasard en 2020, hein. Et le dépouillement a duré 5 jours, alors que d'habitude, il dure une soirée. C'est quand même assez Exactement. intéressant. Exact. Euh, J'avais été tellement été traumatisé par oui. ça que, si tu te souviens, Alexandre, je te l'avais dit, je t'avais dit, on risque peut-être même de ne pas avoir des résultats avant un bon moment parce que je les soupçonnais d'essayer, mais Donald Trump a fait et les républicains ont fait un excellent travail d'anticipation. Ils ont mis des avocats partout, ils ont été extrêmement prudents pour que si irrégularité il y a, ça soit vraiment à la marge de la marge de la marge et que ça ne soit pas suffisant pour impacter le résultat final. Oui, tout à fait, tout à fait. Et vous, Bruno, je veux dire, Donald Trump a gagné, le parti de la France a soutenu Donald Trump. Vous, vous êtes la voix ce soir du parti de la France, vous représentez le parti de la France. Quelle est votre réaction, du coup, finalement, au résultat très, très positif du candidat que nous avons soutenu? Eh bien, on est content que les wokos communistes aient perdu. On est content que Trump ait gagné. Je l'ai félicité pour sa 3e victoire consécutive. C'est la première fois qu'un président américain est élu 3 fois de suite, donc bravo à lui. Nous sommes heureux, même si sur la politique internationale, nous ne partageons pas forcément tout, toutes ces inclinaisons, nos inclinations plutôt. Nous sommes contents que pour les Américains, qu'ils vont enfin être défendus sur leur propre sol. La campagne a été passionnante, que ce soit dans les meetings ou sur les campus. La réappropriation des campus par les conservateurs américains est pour moi un exemple dont doivent s'inspirer nos syndicats étudiants et nos influenceurs de droite en France. C'est une super nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour le monde, puisque même si, je l'ai dit, on n'est pas forcément toujours d'accord avec Trump sur la géopolitique, eh bien, c'est quand même le président le moins va-t-en-guerre, le moins dangereux pour la stabilité mondiale. Et en cela, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour les peuples du monde et pour le peuple américain en particulier. C'est une très bonne nouvelle. Champagne. Et d'ailleurs, oui, effectivement, Donald Trump, qui a perdu officiellement les élections en 2020, a fait plus de voix que cette année, alors que cette année, il a complètement défoncé son adversaire. Donc, c'est quand même à Exactement. prendre en compte. À prendre en compte. Exactement. Ce D'ailleurs, qui est oui, effectivement, révélateur. si vous avez. Ah, oui, c'est tout à fait révélateur, tout à fait. Et si vous avez dans votre entourage des personnes apolitiques, des personnes un peu endormies, qui écoutent aveuglément les médias sur Donald Trump, comme quoi Donald Trump, je sais pas, a une mauvaise politique étrangère, comme quoi Donald Trump n'est pas du tout écologique, rappelez-leur quand même, malgré tout, que Donald Trump a été un des rares présidents américains à avoir pu aller à la cité impériale, alors qu'on connaît pourtant son hostilité envers les Chinois. Donc ça montre une politique étrangère pardon, assez importante. Donald Trump a été à Pyongyang. Tous les présidents américains ne vont pas à Pyongyang, la Bien Corée du sûr. Nord. Donald Trump a beaucoup agi également dans le Moyen-Orient. Donald Trump a été le seul président américain à ne pas avoir commencé de nouvelles guerres. Depuis Et 75 ans. depuis 75 ans, tout à fait. Et Donald Trump également, et ça me paraît aussi important de le rappeler, a quand même mis une taxe de 30% sur tous les produits provenant de Chine. Donc, quelque part, c'est le président américain qui a eu le moins comment je pourrais dire, d'impact carbone sur l'importation, excusez-moi, de marchandises. Il faut quand même le rappeler. Et il a aussi réindustrialisé General Motors, Apple, plein d'entreprises. Et ça aussi, c'est une forme d'écologie, évidemment, puisqu'il y a moins de déplacements et de transport. Et pourtant, il n'arrêtait pas de dire qu'avec Trump, on était sur le précipice de la Troisième Guerre mondiale, alors que ça a été vraiment le président le moins belliqueux. Il avait une technique qui était assez simple, en fait, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, l'un des cancers
de la cité dans le sens philosophique et politique du terme. Ce sont les professionnels de la politique qui font métier de la politique sans avoir aucun ancrage finalement dans le réel, dans la vie de tous les jours. Parce que Donald Trump est venu avec un œil très frais. C'était pas quelqu'un du sérail, c'était pas quelqu'un qui était engoncé dans dans les mœurs et la doxa politique dans la manière de faire. Il est venu avec un principe qu'il avait déjà appliqué dans le monde de l'immobilier, où il avait écrit un livre là-dessus. D'ailleurs, l'art de la négociation, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était extrêmement offensif dans les négociations qu'il faisait en géopolitique, mais à côté, il savait aussi très bien quand il fallait reprendre le gant de velours. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, à chaque fois qu'il y avait des négociations avec la Chine par rapport à des nouveaux traités, par exemple, on disait, oh, c'est le bord de la guerre. Mais à chaque fois, il arrivait à obtenir ce que personne d'autre n'avait obtenu avant parce qu'il a eu cette intelligence-là de ne pas faire comme les autres politiciens le faisaient un peu par réflexe sans avoir vraiment un ancrage dans le réel et dans l'art de la négociation. Et un aveu finalement des politiques qui l'ont succédé, un aveu sur l'efficacité de la méthode, c'est qu'il n'y a quasiment rien de ce qu'il a obtenu, de ce qu'il a implémenté, qui a été remis en cause par Biden. Il continue de surface et de manière à le critiquer, à lui prêter des idéologies qu'il n'avait pas. Dans les faits, ce qu'il a obtenu en politique et en traités commerciaux, ils n'ont absolument pas touché parce qu'ils ont très bien vu, très favorable aux États-Unis et que ça les humiliait parce qu'il avait eu là, il a fait en 4 ans. Il a montré qu'en fait, en simplement 4 années de vrai volontarisme, ben, il a fait ce que ses prédécesseurs ne faisaient pas du tout, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous, Elombo. Et d'ailleurs, un truc qui m'a beaucoup énervé, c'est que encore qu'il y ait des parasites, des parasites politiques comme Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, etc., qui montrent leur dégoût et leur fameuse peur de la Troisième Guerre mondiale à cause de la victoire de Trump. Encore, j'ai envie de dire, c'est leur fonds de commerce, ils jouent sur la peur des gens pour avoir des électeurs, ok, pourquoi pas. Mais par contre, qu'il y ait des stars, je sais pas, des stars du cinéma, par exemple, ou de la chanson, j'ai vu Madonna, j'ai vu Katy Perry, etc., qui Beyoncé, Taylor expriment, Swift. Beyoncé, Taylor Swift, exactement, bref, qui expriment leur peur de la victoire de Donald Trump, alors que Donald Trump a déjà été au pouvoir pendant 4 ans et qu'il ne s'est rien passé de grave, qu'il n'y a eu aucune apocalypse. Ça me paraît totalement injustifié. Et quand je vois pareil les journalistes français ou même les gauchistes, les gens de bonne foi qui ont réellement peur de Donald Trump au pouvoir, alors que bon, bah, rappelez-vous qu'entre 2016 et 2020, il n'y a rien eu de catastrophique, il n'y a pas eu de bombe nucléaire sur la France. Rappelez-vous quand même que c'était pas sous Trump qu'il y a eu le conflit en Ukraine et que c'était pas sous Trump non plus qu'il y a eu le conflit en Israël, puisqu'ils ont attendu. Justement, je vois presque envie de dire que Poutine a attendu qu'il n'y ait plus Trump pour attaquer. C'est clair. Je sais pas si c'est complotiste de dire ça, mais bon. Le départ en Afghanistan des troupes américaines qui a été désastreux, justement parce que Trump n'était plus là, parce que il avait tellement fait peur aux talibans, il savait que Donald Trump, il a montré à ces gens-là que moi, si je vous dis que je vais faire quelque chose, si vous me faites des coups bas, je vais réellement le faire. Donc, ils avaient une vraie peur, parce qu'ils savaient que c'est quelqu'un qui allait aller au bout. Donc, à chaque fois, ils le prenaient au sérieux et il ne tentait pas le diable, comme on dit. Moi, j'étais sidéré quand j'ai suivi ces élections américaines. Je trouve que je suis bilingue, donc je parle anglais, donc j'ai souvent regardé je me suis beaucoup intéressé à ces élections via les médias américains, mais je parle aussi des médias alternatifs, pas que les médias un peu classiques. Et à chaque fois que j'écoutais les médias français, je voyais un copier-coller parfait entre ce qui venait d'être dit quelques heures plus tôt sur CNN. Alors que c'est des éléments de langage orientés, tout en France était repris mot pour mot. Donc si quelqu'un regardait ces élections et regarde Donald Trump par ce prisme-là, il a une vision mais qui est totalement biaisée et totalement déconnectée de la réalité. Oui, tout à fait, tout à fait. Et bref, moi je pense que ces 4 années seront plus positives que négatives largement. Quand il parle effectivement d'isoler l'Iran, est-ce que c'est un peu de la même façon où il provoquait ouvertement la Corée du Nord et au final ils ont discuté de manière très positive? Moi en tout cas je l'espère parce qu'isoler des nations
C'est pas forcément, je pense, la meilleure solution, mais on sait que Trump fait beaucoup de communication et sa communication est efficace, donc je lui fais confiance. On va voir comment il va gérer ça, mais je lui fais confiance. Bruno Hiro, vous vouliez réagir sur Donald Trump? Oui, non, je suis complètement d'accord avec Nadia Lombo et sur le fait que Trump, il agit, et c'est pour ça que sa façon de faire de la politique est rafraîchissante. C'est pour ça qu'il est autant aimé, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et c'est pour ça que les dirigeants occidentaux et européens en particulier étaient absolument effrayés à l'idée qu'il puisse revenir et sont maintenant extrêmement fébriles. Le dernier sketch de Macron est risible. Ils sont extrêmement fébriles, les dirigeants européens puisqu'ils ont face à eux quelqu'un qui, contrairement à eux, en fait, nous, on est dans le monde du mensonge, on est dans le monde de la parole. Euh, Donald Trump, c'est le monde de l'action. Comme disait Lombo, c'est le monde de la volonté. Comme on disait en Europe à la belle époque, la volonté triomphe. C'est le triomphe de la volonté qui est la meilleure des victoires politiques. Et Donald Trump, il dit ce qu'il fait, il agit, et si on agit contre les intérêts de son pays, contre les siens ou contre ceux de son peuple, eh bien on sait qu'il va agir. Il n'est pas dans ce monde de la parole, dans ce monde du mensonge dans lequel est enfermé le reste de l'Occident, notamment l'Europe de l'Ouest, et c'est quelque chose d'extrêmement rafraîchissant, et c'est peut-être la meilleure nouvelle politique à ce niveau-là. Merci beaucoup, Bruno, et c'est parti pour 4 ans de j'espère avancées positives. Après, ce sera sur les Américains. Je pense pas que nous, en tant que Français, ça va changer nos vies concrètement, mais si ça peut être une source d'inspiration pour du long terme, allons-y, quoi. Moi, je dis allons-y. Autre actualité, alors on parle beaucoup, toutes les semaines, j'ai l'impression qu'on parle de Retailleau, vous savez, le ministre de l'Intérieur. Il y a Retailleau et Migaud qui sont actuellement à Marseille. Je vais vous lire le communiqué de Thomas Joly à ce sujet. Visite de Retailleau et Migaud à Marseille pour combattre, avec des guillemets, le trafic de drogue. Leur solution miracle, un nouveau comité pour parler du problème pendant que les dealers révisent leurs prix et astiquent leur calache. Effectivement, comment Bruno Hérou, secrétaire du Parti La France, le Parti La France compte lutter contre la drogue une fois qu'il sera au pouvoir? Eh ben, certainement pas comme le font Retailleau et tous ses prédécesseurs. Pour lutter contre la drogue, donc déjà, il y a 2 choses. Il va y avoir dans un premier temps, une déportation du phénomène du narcotrafic. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va interdire aux étrangers de trafiquer en France, parce qu'ils seront soit en tôle, soit retournés chez eux, la nature ayant horreur du vide, eh bien, il y aura des autochtones certainement qui se livreront au narcotrafic et il faudrait être impitoyable. La lutte contre les narcotrafiquants et la drogue est absolument indispensable pour la bonne santé de notre peuple et notamment de notre jeunesse. Donc, il faudra lutter contre le narcotrafic avec des méthodes toutes françaises. Je sais que en Amérique du Sud, il y a des méthodes qui sont extrêmement intéressantes, mais avec nos méthodes françaises, avec nos services français, on a moyen de bien gérer les ghettos et de bien gérer les mafias et autres trafiquants, plutôt à l'italienne d'ailleurs, moi, je pense plutôt qu'à la sud-américaine, tout comme l'Italie fasciste avait mis la mafia au pas, s'était débarrassé d'elle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était très contente et qu'elle a bien aidé les Alliés, mais c'est un autre sujet. Eh bien, avec une façon toute française, toute européenne, qui nous ressemble, on n'aura aucun mal à mettre à bas le narcotrafic, à lutter contre la drogue. C'est un enjeu vital, c'est un enjeu de santé publique. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Et effectivement, dans un premier temps, il faut régler les problèmes liés à l'immigration, liés aux zones de non-droit, liés à l'insécurité en général. Et ensuite, lorsque le trafic aura changé de main, eh bien, il faudra tout simplement abattre les trafiquants. Merci beaucoup Bruno Hérou pour l'éclaircissement sur la position du Parti de la France concernant les dealers de drogue. Alors je me suis écouté et ouais, j'ai fait une petite faute de français, j'ai dit Retailleau au lieu de Retailleau, mais il y a plein de mots comme ça. Je suis pas le seul d'ailleurs, il y a plein de mots où, par exemple le mot rébellion, j'ai toujours envie de dire rébellion. Consensus, j'ai envie de dire consensus. Bref, il y a des mots, je sais pas pourquoi. Naturellement, je les prononce pas comme il faut, je suis sûr que ça peut vous le faire aussi. Et Lombo, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça justement? À mon avis, consensus, c'est parce que tu fréquentes trop de prostituées russes et du coup, tu as du mal à
Ah ouais, c'est possible. Tu entends Je les mal, paye je pas en pense. roubles, malheureusement. Oui, donc tu me demandais? Oui, effectivement, combattre la drogue qui est un fléau, etc. Est-ce que vous pensez que l'État français actuellement agit suffisamment pour lutter contre la drogue et son trafic? Bon, moi, le libertarien que je suis, malgré toute la sympathie que j'ai pour le Parti de la France, j'avoue avoir un regard très différent là-dessus par rapport aux interdictions. Moi, je pense que ce sont les interdictions qui créent les mafias. Je pense que ce sont les interdictions qui créent le phénomène, le phénomène de marché parallèle et qu'il y a effectivement, et qui dit mafia, qui dit marché parallèle, dit appel d'air pour des gens qui sont à la frange de la société, souvent des gens qui n'intègrent pas les civilisations dans lesquelles ils sont pourtant des invités, c'est un appel d'air. Et que si c'est un peu comme le principe de la prohibition qu'il y a eu de l'alcool aux États-Unis, ça a fait un appel d'air et ça a créé tout un ensemble de mafias. Moi, je pense qu'il y a que la guerre contre la drogue est une guerre qui ne se gagne pas en étant belliqueux. Et que si en réalité on trouvait, je ne dis pas qu'il y a une panacée, mais je suis, voilà, je vais tenir un discours qui est très différent de celui qu'on entend en bon libertarien que je suis. Je pense que la violence, la guerre, parce qu'il faut savoir qu'en fait, effectivement, il y a on va dire qu'il y a des psychologies, des cultures qui sont plus enclines à rapidement s'immiscer partout où il y a la violence. Et que quand l'interdiction crée la violence, ça crée un appel d'air pour ces gens-là. Je ne sais pas si ça fait sens ce que j'ai dit ou pas, parce qu'ils ont naturellement des inclinaisons à aller vers ce genre de secteur. Et que dans les endroits où il y a eu, comme quand on a levé la prohibition d'alcool aux États-Unis, il y a tout un tas de mafias, de groupuscules enclins à la violence qui ont dû simplement, mais ils sont passés à d'autres drogues en fait. Et donc je pense que c'est le même système et que si il y avait une forme de libéralisation, ça permettrait déjà d'avoir quelque chose de beaucoup plus traçable, d'avoir des coûts, parce que le coût, les coûts chers viennent aussi de l'interdiction. Et donc je pense que voilà, je suis quelqu'un qui suis très responsabilité individuelle et qui pense que c'est une guerre qui n'a pas fait ses preuves depuis 70 ans, alors qu'il y a quand même eu des endroits où il y a eu une répression, une répression très forte, une répression qui est totalement légitime. Mais en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que la répression se comprend puisque ça crée c'est des gangs, il y a de la violence, il y a des meurtres, ils terrorisent, ils terrorisent le voisinage, ils terrorisent les populations parce que c'est souvent en général, en tout cas en France, en général, faut pas qu'on se mente, c'est des immigrés, qui sont dans ce truc-là. Et je pense qu'en réalité, si on enlevait ce truc-là, ben, finalement, il se retrouvera un peu bête et ne pourront plus avoir ce pouvoir-là parce que c'est un pouvoir qui est donné par l'interdiction. Donc, désolé d'avoir ce discours qui est un peu à rebours du discours habituel. Mais évidemment, tant qu'on est encore dans cette configuration-là, la répression doit être forte et impitoyable, ça c'est une évidence. En effet, merci pour cette intervention très éclairante. Alors effectivement, c'est bien aussi que vous ayez ce discours parce que dans nos auditeurs, on a clairement deux tendances. On a la tendance, on va dire, très libérale, voire libertarienne qui nous écoute. Et nous avons également la tendance, au contraire, très totalitariste, absolutiste. C'est ce que moi je respecte les deux parce que je trouve que les deux peuvent être tout à Ont fait des arguments cohérentes valables, tout et à fait. efficaces, voilà, si tout le système derrière suit, bien évidemment. Donc moi, par exemple, à la fois votre discours me parle, mais à la fois j'ai presque envie d'interdire parfois la cigarette, pas le tabac, attention, la cigarette c'est très différent, parce que je pense que cet outil a été vraiment pensé pour être le plus addictif et nocif possible, et que ayant un peu de mal à avoir confiance en la responsabilité individuelle de chaque des individus, je pense que l'État doit intervenir là-dessus. Mais d'un autre côté, j'admets que les arguments libertariens me parlent aussi, et je dois bien reconnaître qu'aux États-Unis, qui ont plus cette mentalité libérale que la mentalité que je viens de décrire, et il y a des choses comme la justice, par exemple, la police, etc., qui fonctionnent mieux là-bas qu'ici. Donc, voilà, les deux se tiennent si le système derrière suit. Oui, Donc ça, voilà un petit... Oui, si tu allez-y. imagines par exemple si tu imagines par exemple au Colorado, dans le Colorado où
Tu m'entends toujours ou pas? Oui, bien sûr, je vous entends. D'accord. Dans le Colorado où le cannabis a été légalisé, honnêtement, si tu fais un parallèle avec une région en France, qu'est-ce que tu vas préférer? Aller acheter dans un magasin légal à Mathieu euh, ton gramme d'herbe? Moi, je ne me drogue plus du tout depuis 10 ans. Dans ma jeunesse estudiantine, j'y étais un peu, mais ça fait très longtemps que j'ai arrêté ça. Mais qu'est-ce que tu vas préférer si on copie un peu ce qu'il faisait au Colorado, aller dans le magasin de Mathieu qui t'accueille avec un café et, qui est très sympa, qui te donne un truc traçable et qui est un expert dans le truc, ou alors tu vas devoir aller acheter chez Mamadou dans un coin de rue, dans le noir. Je ne sais pas si tu vois un peu la logique. Si, La- si, bah moi j'évite Mamadou, hein, effectivement. mais oui, et c'est évident. Et c'est évident. Donc, d'ailleurs, ce qui est marrant, ce qui s'est passé au Colorado, ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans la courbe de l'affaire, c'est-à-dire que trop d'impôts tue l'impôt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la légalisation a tellement rapporté en termes de recettes fiscales à l'État qu'à un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire de cet argent. Et ils ont été un peu grisés par ça et ils se sont mis à taxer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, ce qui a fait que le cannabis légal est redevenu, parce qu'à la base, quand tu libéralises, justement, parce que c'est l'interdiction qui crée la hausse des prix, quand tu libéralises, les prix baissent drastiquement. Mais ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, grisés par le succès des recettes fiscales, ils se sont mis à incrémentalement augmenter de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus en mettant des taxes. Donc, ça a fait que le prix finalement du cannabis légal est redevenu plus cher que le marché noir. Donc, les gens ont recommencé à aller dans le marché noir à cause de trop de taxation sur le cannabis légal. Oui, d'ailleurs, petite précision, parce que c'est vrai que on utilise un jargon et un vocabulaire qui est assez propre à l'économie et à l'informatique. Incrémenter, c'est rajouter une valeur à la Progressive. unité. Voilà, Voilà. c'est ça. Et l'inverse, c'est décrémenter. Ah, je ne savais Alors, même pas que c'est un mot, que c'était un mot si, décrémenté. si, oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. D'accord, Incrémenter et décrémenter. Décrémenter, c'est d'accord, l'inverse. d'accord, Euh, d'accord. je vais refaire une émission à la Bernard Pivot. Et excrémenté. Non, rien à voir. Excrémentaire, aïe, aïe, aïe. Ça n'a rien à voir avec les nombres, hein. Ah là là. Le cher Bruno Héroux doit être dépité par ce qu'il entend. J'imagine. Je faisais le lien entre ce que le terme qu'a utilisé Lombo et le thème de l'émission. Il a parlé de marché noir. Et Excrémenté. est-ce que la meilleure preuve, cette expression de marché noir, que toutes les polémiques ridicules autour du terme noir sont vraiment ubuesques, puisque le marché noir, c'est tout simplement le marché qui ne se fait pas au grand jour. Mais voilà, je trouvais ça amusant qu'il ait utilisé cette expression, sachant qu'on a une émission sur le travail au noir. Attention, si Oui. Rokaya Diallo nous écoute, elle va t'expliquer qu'il y a quelque part un relan colonialiste quelque part. Elle va te trouver une origine du terme qui remonte Bien évidemment. à. De toute façon, je suis blanc, donc je dois être bien coupable de quelque chose. Oui, c'est vrai. Non, ouais, vous êtes un odieux raciste, Bruno Héroux. Merci, merci Alexandre, ça me fait plaisir. Vous avez 2 mois pour porter plainte pour injure. D'ailleurs. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole au parti de la France. Continuons de rigoler. On va parler en plus, Bruno Héroux. Ça va vous adresser à vous, parce qu'on va parler de football. Et je sais que c'est un domaine voilà, qui vous plaît beaucoup plus qu'à moi, en tout cas. Le football, pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 incidents intéressants, enfin intéressants à analyser, j'entends. Il y a des Maghrébins qui ont cassé du supporter israélien à Amsterdam, je pense que vous l'avez vu, et aussi un incident diplomatique relatif à Israël, la fameuse banderole Free Palestine tenue par les supporters du PSG. Moi, je ne fréquente pas de foot, effectivement, mais est-ce que je sais quand même dans le football, il y a ce qu'on appelle les ultras, et que globalement, la communauté de football et de supporters est relativement politisée. Vous diriez qu'il y a une dynamique antisioniste dans le football? Bah, disons qu'il n'y a pas d'équilibre. Antisionisme ou pas, c'est à la rigueur, c'est presque accessoire. Et comme l'a souligné Jean-Yves Le Gallou,
ce tifo de Free Palestine pour la paix dans le monde, déployé par les gars d'Auteuil, est un tifo de supporters de gauche, de supporters afro-maghrébins, une tribune qui a été créée de toutes pièces par Canal+ sous l'ère de Niso, pour contrer les Boulogne Boys, qui était une tribune populaire et la seule tribune populaire à l'époque, mais elle avait le gros inconvénient d'être de droite, voire pire. Et les Boulogne Boys ont été scandaleusement interdits par, de mémoire, Michel Alliot-Marie, pardon, au Cop of Boulogne si je me trompe, mais le Cop of Boulogne a été interdit. Et donc maintenant, il n'y a plus que cette tribune gauchiste afro-maghrébine, puisqu'il n'y a plus la tribune de droite. Et effectivement, l'un des mantras de la gauche afro-maghrébine, c'est d'être pro-palestinien. Ouais, ça va pas beaucoup plus loin. Après, bon voilà, ils ont dit Free Palestine et les Juifs ont hurlé à l'Holocauste. Bon, pourquoi pas. Et pareil pour cette histoire de bagarre entre supporters. Bon, bah, il y a deux groupes de supporters qui s'affrontent, dont un groupe qui est un groupe de supporters israéliens. Le groupe de supporters israéliens a perdu et donc ça devient un nouvel Holocauste. En fait, dès qu'on répond à la provocation d'un groupe israélien ou juif, ou dès qu'on s'oppose à la politique de l'État juif, donc d'Israël, eh bien, tout de suite, on nous agite Adolf Hitler, le nazisme, la Shoah, etc. Et c'est irrespirable. Il y a même Retailleau, pour reparler de lui, qui a demandé à l'UEFA une sanction exemplaire contre Paris, et l'UEFA était très gêné, a dit bah, désolé, mais Palestine libre, c'est pas trop un slogan antisémite de haine. Et donc il a dû ravaler ses ambitions de sanctions. Donc pour moi, tout ça, ce sont des non-événements, mais ça nous permet à nous de déplorer que le COP of Boulogne ait été dissous par Michel Alliot-Marie, d'ailleurs, qui était une femme d'un gouvernement de droite, et considérée elle-même comme plutôt très à droite. Donc voilà, c'est l'occasion pour nous de rappeler que le stade doit appartenir à tout le monde et que les tribunes qui sont en lien donc avec les directions de club ne doivent pas être que de gauche, sinon on manipule le football pour faire de la politique. Retailleau a reproché d'ailleurs aux antisionistes de prendre en otage le football pour faire de la politique, mais le football est constamment pris en otage pour faire de la politique. Il n'y a qu'à voir à quoi ressemble l'équipe de France. Il n'y a pas un blanc ni un arabe dans l'équipe de France, c'est une équipe d'Africains, de Noirs, c'est une volonté politique, il y a un message derrière. Pareil, l'antiracisme est omniprésent, il y a écrit no tout racisme partout. Il y a le lobbyisme LGBT qui est omniprésent dans le football. Il y a chaque année une journée contre l'homophobie dans le championnat de France, qui est en fait une opération de propagande du lobby LGBT. Donc le football est déjà très politisé, mais là ça gêne le gouvernement parce que c'était contre Israël. C'est toujours la même chose. Dès qu'on n'est pas d'accord avec les Juifs ou avec Israël, eh bien on est soupçonné de vouloir planifier un nouvel Holocauste, et c'est absolument insupportable. Merci beaucoup, Bruno. Et Lombo, peut-être que vous voulez réagir au propos de Bruno Hiro? Bon, en tant qu'humoriste aspirant, je n'ai rien à dire sur le sujet. Et sinon, oui, il faut trouver des producteurs. Non, plus sérieusement, je suis énormément sur la ligne de Thomas Joly, qui dit qu'il en a un peu marre, et à juste titre, que ce conflit qui se passe à des milliers de kilomètres soit importé ici en France, et qu'on nous rabâche ça à longueur de journée et qu'on nous oblige à en discuter et à savoir si on est de quel camp on est, à nous obliger à choisir un camp. Je suis totalement sur la ligne de Thomas là-dessus. Moi, c'est un débat, c'est lointain, ça ne concerne pas la France. On n'a pas à tout le temps nous obliger de nous importer ce conflit qui ne nous regarde pas et qui n'a aucune incidence sur la marche de la France, que ce soit intérieurement ou dans son rayonnement international. Oui, oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. Le Parti de la France a fait plusieurs communiqués d'ailleurs sur ce sujet. On a même fait des TikTok qui ont plutôt bien tourné où on expliquait être neutre. Et nous, cette neutralité, et je crois d'ailleurs qu'on est le seul parti politique
à être neutre sur le conflit. Souvent, les autres parties, je veux pas leur jeter je veux pas leur cracher dessus, mais c'est vrai qu'on est plus sur une hystérisation du débat et qu'on est inconditionnellement soit pro-Israël, soit pro-Palestine, ce qui en soi, dans l'absolu, n'est pas forcément problématique, mais pour un parti qui se veut nationaliste français, je trouve ça un peu dommage. Il faut se concentrer sur la France et sur notre peuple. Donc tout à fait d'accord, El Ombo, et d'ailleurs, moi, de mon côté, si je dois le dire d'un point de vue personnel, pas en tant que directeur de la communication du Parti de la France, mais en tant qu'Alexandre Linger, je suis tout à fait neutre également, de manière très sincère, et c'est pas une manière d'esquiver de la prison, je suis vraiment neutre. En vrai, je suis passionné par le fait de ne pas aller en prison, mais c'est vraiment pas l'objet du test. Là, pour le coup, je suis vraiment neutre. Une autre passion qu'on partage. Comme Russie-Ukraine, d'ailleurs, je suis neutre aussi. J'ai pas pris parti non plus pour Russie-Ukraine. Bah, j'en parle au passé comme c'était terminé. Non, c'est pas du tout terminé. Mais voilà, j'ai pas pris parti non plus. Avec Trump et de toute façon l'évolution naturelle que le conflit est en train de prendre, on espère que qu'il va bientôt avoir une résolution, une résolution en tout cas au côté frontalement belliqueux et sanguinaire du conflit en cours. J'espère, j'espère. De toute façon, je pense que oui, Trump sera plus un homme de paix que Kamala Harris ou Hillary Clinton ou Joe Biden. Ça, c'est évident. Clairement. C'est évident. Écoutez, messieurs, on est à 1h24 d'émission, ce qui correspond à la moyenne de toutes mes émissions, et on a épuisé tous les thèmes de la semaine. Ça a été assez intense, assez dense. J'ai trouvé qu'on a été assez précis sur l'économie. On a traité toutes les actualités de la semaine. Et oui, j'aurais pu rajouter effectivement que la manifestation de samedi, vous savez, en défense de l'honneur, de la mémoire, l'hommage pour Lola, pour Thomas, pour Philippine, pour toutes les personnes victimes de l'immigration, a finalement bien eu lieu. J'avais dit la semaine dernière que la manifestation avait été interdite, ce qui est vrai. C'est vrai, j'ai pas dit de bêtises, mais il y a eu un recours et au tout dernier moment, elle a été finalement autorisée. Donc il y a effectivement eu la manifestation et on avait fait une vidéo qui est disponible sur notre chaîne YouTube où Thomas Joly ainsi qu'Alexandre Simoneau, délégué général du Parti de la France, prennent la parole. Dimanche 15h, vous aurez une vidéo sur le combat Jake Paul versus Mike Tyson, un match de boxe qui est assez attendu, qui aura lieu le 15 novembre au Texas. Et cette vidéo risque d'être très intéressante parce que faut savoir que moi je soutiens plutôt Jake Paul et Frédéric Avalli, celui qui anime l'émission de la chronique historique sportive, excusez-moi, défend plutôt Mike Tyson, même carrément Mike Tyson. Et du coup, le débat est très intéressant. La vidéo dure à peu près 40-45 minutes. Je viens de terminer de la monter. Et j'ai trouvé qu'elle était intéressante parce qu'elle parlait de plein d'aspects, de comment on voyait le monde du sport, comment on voyait l'économie, l'industrie du sport, parce que ça reste une industrie, le sport. Et qu'est-ce qu'on en pense de la médiatisation de tout ça. Donc, je vous invite vraiment à regarder. Je pense que les commentaires seront également pertinents. Et moi, je vous dis bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Bruno Héroux. Bruno Héroux, il y aura un lien dans la description pour parler des éditions Barthélemy, bien évidemment. Et Elombo, je vous invite à aller le voir en spectacle. Elombo, vous voulez faire la promotion d'une future date prochainement? Oui, je vais jouer. J'ai plusieurs dates. J'en ai 2 à Lille, j'en ai une à Valenciennes, j'en ai une à Reims. Au pire, j'invite les gens à suivre ma page Instagram. C'est BOMS, c'est moi, BOMS.CMOI. Et j'affiche au fur et à mesure les dates. Elombo, vous m'enverrez en message privé le lien et je le mettrai directement dans la description de la vidéo YouTube, si ça vous va, bien évidemment. Avec plaisir, avec plaisir. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'était très intéressant, comme toujours, les discussions avec vous, que ce soit là, comme ça, de manière, publique, tout autant que les discussions privées qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir. J'ai aussi un message. Oui, effectivement, il y a des opérations collage du Parti de la France en ce moment même, dans beaucoup de villes de France, excusez-moi. Et on remercie bien évidemment les militants qui collent nos affiches qui peuvent nous emmener à quelques petits soucis, mais qui, j'espère, nous innocenteront parce que les affiches sont tout à fait légales. Donc je remercie les militants pour leur énergie et pour leur cause, bien évidemment, pour leur combat, puisque c'est absolument nécessaire. Là, je vois des photos d'affiches qui viennent d'être collées, justement, qu'il retourne en Afrique, la fameuse, notre dernier hit, j'ai envie de dire, notre dernier produit. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à aller faire aussi un petit tour sur la page de dons, on en a besoin. On a également le Conseil national qui aura lieu
à Amiens, du coup. Il n'aura pas lieu à Paris finalement, il aura lieu à Amiens le 23 novembre 2024, évidemment. Et le 14 décembre à Dijon, il y aura a priori un repas de Noël. Donc si vous vivez en Bourgogne-Franche-Comté ou dans les alentours, soyez à l'affût pour cette date. Et moi, je vous dis très bonne fin de semaine. Et je serai le photographe officiel de l'événement d'Amiens. Tout à fait. Elombo sera le photographe du 23 novembre. Absolument. Du Conseil national. Et moi, je vous dis bonne fin de semaine à vous tous et portez-vous bien. Merci Elombo. Merci Bruno. Merci à vous. Au revoir. C'est ça.